C'est l'heure de la revue de presse internationale avec vous, Hélène Frade. Bonjour. Bonjour Hélène. Et on commence d'abord avec la décision des pays musulmans de suspendre la Syrie de l'Organisation de la coopération islamique. Cette exclusion va certes accroître davantage l'isolement du régime de Damas, accusé par l'ONU de crimes de guerre, mais c'est une mesure que le quotidien émirati Gulf News juge encore insuffisante, étant donné la brutalité de la répression en cours. Le journal rappelle ce matin le désaccord exprimé par l'Iran, qui voit dans cette décision le résultat d'une conspiration étrangère destinée à faire tomber son allié Damas. Le journal qui parle aussi de ses doutes sur les résultats à attendre de cette suspension. Gulf News rappelle que la Syrie a déjà été exclue de la Ligue arabe, sans que cela semble beaucoup l'émouvoir. Alors que l'action diplomatique semble montrer ses limites, la possibilité d'armer les insurgés continue de soulever elle aussi beaucoup de questions. Et si le fer revenait à ouvrir la boîte de Pandore, demande le représentant de la Russie auprès de l'OTAN dans les colonnes du International Herald Tribune. Il y évoque les risques d'escalade de ce conflit et rappelle aussi la façon dont l'embargo sur la Libye a été contourné par ceux-là même qui en avaient pris la résolution en armant alors ouvertement les rebelles, ce qui a constitué, selon lui, une violation inacceptable du droit international et un précédent qu'il juge dangereux. Beaucoup d'interrogations également ce matin sur les répercussions du conflit syrien au Liban, où des dizaines de Syriens ont été enlevés par des chiites qui disent vouloir obtenir en échange la libération de leurs proches qui ont été enlevés en Syrie par des rebelles. The Guardian explique qu'un effondrement de la Syrie aurait des conséquences dramatiques sur le voisin libanais, un petit pays lui-même en proie à des violences, des tensions interconfessionnelles, autrefois entre chrétiens et musulmans, aujourd'hui entre chiites et sunnites. Le journal revient notamment sur les difficultés rencontrées par l'armée qui reste garante de l'unité du pays, les difficultés qu'elle rencontre pour rester neutre et sur le risque qu'un basculement de la Syrie finisse par porter un coup considérable au Hezbollah, ruinant du même coup le très fragile équilibre politique libanais. À voir également ce matin une visite controversée, celle de deux membres du gouvernement japonais au sanctuaire de Yakusuni à Tokyo pour commémorer hier le 67e anniversaire de la capitulation du Japon. Et c'est une visite qui irrite à la fois la Chine et la Corée du Sud, car c'est un lieu que ces deux pays tiennent pour le symbole de la nostalgie japonaise pour le passé militariste. Et c'est à la une, Hélène, du Wall Street Journal Europe qui évoque la colère des Chinois après l'arrestation survenue hier également de 14 militants de Hong Kong après leur débarquement sur l'archipel de Senkaku. C'est un archipel qui est en mer de Chine orientale et qui est disputé par Pékin à Tokyo et que les Chinois d'ailleurs n'appellent pas Senkaku mais Diaoyu. L'affaire fait la une d'ailleurs également du China Daily qui rapporte que la Chine exige la libération de ces 14 activistes. Les Chinois se disent ulcérés parce qu'ils tiennent pour une série de provocations de la part du Japon. Ce qui arrive est scandaleux, écrit The China Daily. Les citoyens chinois ont le droit de se rendre sur le territoire chinois et le Japon n'a aucun droit d'arrêter des citoyens chinois sur le territoire chinois. Je cite, le Japon doit donc les libérer immédiatement. Voilà pour le contentieux avec les îles Senkaku. Il y a un autre contentieux des Japonais avec la Corée du Sud, cette fois pour des îles situées en mer du Japon. Les Sud-Coréens les appellent Dotko, les Japonais Takeshima, et elles sont en quelque sorte la partie émergée d'un ressentiment qui s'est manifesté une nouvelle fois hier. Le président sud-coréen Lee Myung-bak a évoqué un dossier très douloureux, le dossier de ces Coréennes forcées de se prostituer pour les soldats japonais pendant l'occupation. C'est un dossier sur lequel revient The Korea Times, un contentieux que les Japonais jugent réglé par le traité nippon-coréen de 1965 qui accordait une aide économique à la Corée du Sud en échange du renoncement à toute demande de réparation. Un règlement, quel règlement, demande The Korea Times, en regrettant la façon, selon lui, dont le gouvernement japonais continue d'élever la jeunesse japonaise dans le déni du passé et dans la distorsion de la réalité. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse internationale. Bonne lecture à tous.